La solution de la tiny house, en gros, ça fait 8-9 ans que c'est arrivé en France. Mais à l'échelle du législateur, c'est encore récent. La réglementation, elle est encore très soumise à interprétation individuelle. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous. Et cela commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Denis Demargue, gérant de la société Lou Tiny House. Bonjour Denis. Bonjour Caroline. Alors Denis, tu ne viens ni du monde du BTP ni du bois, mais de l'agroalimentaire. Après une formation en ingénierie agronome, tu travailles de nombreuses années dans de grandes coopératives agricoles. La perte de sens dans ton travail et le fonctionnement de grands groupes te poussent à te tourner vers une entreprise plus familiale avec des valeurs écologiques. Après des recherches pour reprendre un magasin bio, tu as finalement l'opportunité de reprendre une société de construction de tiny house. Depuis 8 ans maintenant, tu redonnes du sens dans ton implication professionnelle en apportant ta pierre à la montagne de la construction durable, en promouvant des habitats nomades ou sédentaires, mais toujours écologiques, astucieux et modulables. Bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est les petites maisons écologiques sur roues, ce qu'on appelle les tiny house. Est-ce que c'est tout bon pour cette présentation, Denis ? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. On est bon ? Et ben écoute, je vais te laisser la parole. C'est toi qui vas commencer par notre petit jeu brise-glace. Tu m'as préparé 2 affirmations, une vraie, une fausse. À toi de jouer. Alors, ma première affirmation est que seules des personnes jeunes et valides peuvent habiter en tiny house. D'accord. Et ma deuxième affirmation, c'est que l'entreprise Lou Tiny House, c'est une petite entreprise artisanale qui a déjà construit plus de 100 mini-maisons depuis sa création en 2017. Ok. Alors, pour connaître un peu, je pense que... Moi, je dirais quand même la deuxième est vraie et la première est fausse. On n'est pas forcément obligé... Enfin, on peut aménager pour des personnes peut-être plus âgées ou moins valides, entre guillemets, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Alors, nous, c'est vraiment des choses qu'on a développées dernièrement. On avait pas mal de sollicitations sur ça. Et historiquement, c'est vrai que les tiny house, c'est plutôt des petites maisons éco-responsables, mais avec des mezzanines, avec, on peut aller jusqu'à 4 personnes. Et voilà, on nous a fait plusieurs fois la remarque de dire, je verrais bien passer mes vieux jours dans ce type d'habitat, mais il y a l'échelle, mais il y a l'escalier. Donc, on a vraiment développé des solutions pour les seniors. Enfin, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais un des usages, c'est effectivement du maintien à domicile pour nos parents, en fait, quoi. Ok, super. Et merci pour cette présentation aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le sujet. Déjà, la base, c'est quoi une tiny house ? Est-ce que tu peux nous donner une définition claire de ce type d'habitation ? Alors, c'est effectivement important de partir de là parce que le mot tiny house aujourd'hui, bon, à mon sens, est assez galvaudé, hein, parce que voilà, il y a maintenant on voit apparaître des tiny house de 50 mètres carrés. Ce n'est pas le sens même de la tiny. La tiny house, c'est vraiment une mini maison, alors qui est mobile ou non, hein, mais dans tous les cas qui fait moins de 20 mètres carrés, qui est construite avec des matériaux biosourcés. Et aujourd'hui, les gens qui veulent habiter en tiny house, c'est des vrais choix de vie. C'est pas du tout dans les idées reçues. Parfois, c'est les gens qui habitent en tiny, c'est parce qu'ils peuvent pas vivre autrement. Mais non, aujourd'hui, c'est vraiment un choix de vie. C'est des gens qui veulent. On parle de minimalisme, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre dans des petits espaces très bien isolés, très peu énergivores, et on arrête d'acheter des poupouilles qui viennent de l'autre bout du monde et qui finalement qu'on utilise quelques secondes et puis qui restent ensuite dans un placard pendant 5 ans. Voilà, donc c'est un mode de vie, c'est un vrai mouvement, hein. Aujourd'hui, le mouvement il vient des États-Unis. On estime qu'il y a plus d'1 million de tiny house aux États-Unis. Et donc voilà, la petite maison, donc la tiny house, c'est vraiment une petite maison tout confort que l'on peut dans laquelle on peut habiter toute l'année, et qui soit sur châssis mobile. Et un des dérivés aujourd'hui, c'est le fait que ça puisse être fixe aussi, quoi. Ok, bon, on va en parler, je pense aussi sur ça. D'abord, au niveau des usages, c'est quoi un peu, est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui choisissent de vivre dans des tiny house, dans ce mouvement, ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous ? Comment ça se passe ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai choix de vie. Il n'y a pas de profil type. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, moi, ma plus jeune cliente, je pense qu'elle avait 25 ans, et la dame la plus âgée, elle avait 86 ans. Bon, il s'avère que les deux extrêmes sont des dames, mais c'est des dames comme des messieurs, soit des personnes seules, soit des couples, soit aussi des couples avec des enfants. On en a pas mal. Des familles recomposées ou des personnes qui élèvent leur enfant seul. Mais les usages, ils sont très très variés. Plus de la moitié de mes clients, c'est quand même pour de la résidence principale. Hein, on vient d'en parler, c'est un choix de vie. Mais ça peut être aussi de la résidence secondaire. C'est que j'ai un terrain à la montagne, dans une forêt, au bord de la mer. Voilà, je vais pouvoir en profiter. Ça peut être aussi du locatif. Donc j'ai pas mal de gens qui achètent une tiny et la mettent en location, hein, en logement insolite. Si on arrive vraiment sur quelque chose de plus économique. On parle de retour sur investissement, c'est des choses qui sont très intéressantes pour les gens qui ont plutôt cette fibre-là. Mais ça peut être aussi, on a fait des locaux professionnels comme des bureaux, des salles de soins, des salles de massage pour les kinés. Ça peut être aussi pour rajouter une pièce de vie. Les familles qui grandissent, tout d'un coup il manque une chambre ou il manque voilà, donc on peut facilement rajouter ça dans le jardin. Et on l'a aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, des choses qu'on a développées l'année dernière, c'est du maintien à domicile. Donc là on a des tiny toutes plein pied avec des revêtements antidérapants. Enfin voilà, on a vraiment des solutions très adapté aux seniors. C'est des alternatives en fait, soit aux résidences seniors, soit aux EHPAD. Voilà, souvent on se pose la question quand on perd l'un des deux parents, qu'est-ce que je fais du parent restant? Est-ce qu'il vient à la maison? Mais bon, on n'a pas forcément envie d'avoir belle maman tous les matins au petit déjeuner. Est-ce que je le mets dans une résidence? Est-ce qu'il reste chez lui ou chez elle? Mais voilà, quand il y a des centaines de kilomètres, on n'est pas forcément rassuré. Donc bon, voilà, ça peut permettre d'accueillir son parent chez soi, que chacun soit en sécurité, mais aussi que tout le monde garde son autonomie, quoi. Enfin voilà. Ouais, en gardant une certaine autonomie. Exactement. Non, ouais. C'est clair. Donc pour résumer, oui, il y a aussi bien des usages professionnels, particuliers, dans l'investissement aussi, de locatif, etc. Donc c'est assez large finalement. C'est ça. Nous en fait, on fait tout sur mesure. Donc voilà, on a quelques règles, de base à respecter. Mais après, moi dans l'équipe, j'ai une designeuse et en fait, on passe beaucoup de temps avec nos clients pour bien appréhender les besoins. Et ensuite, notre équipe de charpentiers, de menuisiers, plombiers, électriciens, et on fait exactement ce dont a besoin la personne, quoi. Tout à fait. C'est quoi un peu les principaux avantages et inconvénients des tiny house si on devait les lister pour les usagers? Alors, ils sont nombreux, hein, enfin surtout les avantages. Alors, souvent en fait, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est la facilité de mise en œuvre. Voilà, nous on passe du temps. Alors soit les gens ils viennent à l'atelier, soit on travaille à distance en visio. Hein, maintenant, c'est très très facile. Mais du coup, les gens expriment leurs besoins. Nous, on fait les plans et puis finalement, on leur livre la tiny. Quand on arrive chez eux, on pose la tiny. Il y a juste les branchements à faire et c'est très facile. Voilà. La mise en œuvre est très très facile. Un des gros avantages aussi, c'est que c'est pas soumis à permis de construire, puisque l'emprise des sols est inférieure à 20 mètres carrés, hein, en loi Carrez, donc la loi où en fait on prend en compte la superficie où on se tient debout. C'est très très confortable, hein, c'est vraiment isolé 4 saisons. On met tout le confort d'une maison traditionnelle. Hein. Il y a une cuisine, là aussi on définit avec les gens est-ce qu'ils veulent une hotte aspirante, le type de cuisson, voilà, on peut même aller sur certains projets jusque de la climatisation. Enfin voilà, il y a un espace nuit, une salle de bain. Voilà, malgré le fait que ce soit des petits espaces, on a un vrai savoir-faire d'agencement intérieur et qui nous permet d'avoir tout le confort nécessaire. Un autre avantage aussi, c'est que c'est finalement beaucoup plus économique que d'acheter un appartement ou une petite maison. Hein. Alors d'une part à l'achat, mais aussi à l'usage, puisqu'en fait, c'est très peu énergivore, puisque c'est très très bien isolé. Comme je disais tout à l'heure, on change son mode de consommation, on arrête d'acheter des poupouilles qui nous servent à rien, finalement qui coûtent de l'argent, mais qu'on utilise très très peu. Donc finalement, on est amené à moins consommer. Donc là aussi, voilà, on sort de cette phase, que moi je trouve assez exubérante là, de toujours acheter plus et l'accumulation des biens. Voilà, on sort de cette logique-là.
Après, on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il y a un avantage, c'est mobile. C'est-à-dire que moi, par exemple, la dame là qui m'avait acheté une tiny à 25 ans, elle sortait des études, on l'a implantée à un endroit et puis voilà, elle dit si je suis muté dans 2 ans, dans 3 ans, je pars avec ma maison et puis finalement je vais m'implanter, je vais m'implanter ailleurs. Voilà. Voilà, c'est aussi moi les retours des clients, ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est de pouvoir vivre. C'est un mode de vie en fait qui nous rapproche de la nature, parce que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, dès qu'il y a, voilà, on est tout de suite dehors, on est beaucoup plus proche de son environnement. Et puis, bien évidemment, il y a un gros impact écologique. Hein. Les gens qui habitent en résidence principale, c'est quand même leur moteur principal, puisqu'en fait, on n'artificialise pas les sols. Donc, la notion d'artificialiser, c'est bétonner. Hein. On va habiter sur un terrain, il n'y a pas besoin de faire une dalle de béton. On s'y installe, on y reste 1 an, 2 ans ou 7 ans, 10 ans, peu importe. Mais quand on s'en va, on rend le terrain à la nature et on n'a pas fait une dalle de béton pour les 50 ou les 100 ans à venir. Quoi. Voilà, on construit aussi de manière écologique, donc voilà, avec des matériaux biosourcés. Et puis on peut même aller jusqu'à de l'autonomie électrique et aussi de l'autonomie en eau. Donc voilà, il y a vraiment, c'est le concept même de la tiny, de pouvoir habiter dans un habitat écologique. Exactement, c'est ça. Donc vraiment réduire son empreinte écologique, quoi. Ok. Et s'il y avait quand même quelques défauts à la tiny, ce serait quoi ? Alors ouais, les idées reçues souvent c'est que c'est petit, hein, donc bien évidemment des gens qui habitent aujourd'hui dans un 140 ou peu importe, hein, même plus petit, déjà un 50 ou un 60 mètres carrés, quand on fait ce choix-là, il faut se séparer de quelques affaires. Voilà, il y a des choix à faire, donc on garde pas 30 ans d'historique dans sa tiny, hein, donc voilà, ça c'est donc de ce fait-là, la tiny n'est pas un mode d'habitat fait pour tout le monde, hein, de fait il y a des choix à faire, parce que le rangement il est on arrive à créer des rangements, mais forcément il y a moins de rangements que dans une maison classique. Voilà. Et puis et après, faut bien réfléchir son projet pour qu'on puisse l'adapter au mode de vie. Voilà, une tiny, moi j'ai parfois des gens qui rentrent dans une tiny qu'on a dessinée pour un client, ils me disent non, mais moi ça me va pas du tout, ça m'irait pas parce que si, parce que ça. Oui, c'est normal, cette tiny elle a été réfléchie pour les besoins d'une personne et pas pour vous. Donc voilà, donc faut vraiment adapter la tiny à la personne, quoi. Justement, dans cette question de besoin, comment en fait c'est la vie quotidienne dans une tiny house ? Est-ce qu'il y a vraiment des grandes adaptations à faire qui sont nécessaires par rapport à quelqu'un qui a vécu dans une grande maison jusqu'à présent et qui passe à la tiny house ? C'est quoi un peu les adaptations de vie qu'il faut prévoir ou qu'il faut accepter pour vivre dans une tiny house ? C'est essentiellement cette notion de place. Voilà, quelqu'un qui a un dressing rempli d'affaires avec 20 ou 30 chaussures, paires de chaussures, ça va pas en fait. Voilà, donc il y a vraiment des choix à faire. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Voilà, on réapprend à vivre avec le minimum nécessaire et on se sépare du superflu. Donc c'est vraiment ce pas-là qu'il faut réussir à faire mentalement. Il y a souvent un cheminement, hein, voilà, qui est nécessaire, quoi. D'accord. Et justement, peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même des familles aussi. C'est possible de vivre en famille avec des enfants dans des tiny houses. Au niveau des espaces, du coup, dans la vie quotidienne, comment ça peut se délimiter ? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus ou comment c'est possible de vivre en fait, aller à plus de 4 peut-être ou à 4 au moins ? Plus de 4, on l'a déjà fait. Dans ce cas-là, on est passé sur des solutions à 2 tiny house parce qu'effectivement, les parents, il faut qu'ils aient leur espace, mais les enfants aussi, hein, surtout des jeunes enfants, ça va. Après, quand ils commencent à devenir ados, ils aiment bien avoir leurs propres espaces et leur intimité. Donc, on a fait des solutions pour des familles à couple avec 3 enfants où là, on est passé sur 2 tiny avec des espaces dédiés pour le jeu, des espaces dédiés aussi pour le travail. Il faut quand même qu'ils travaillent un petit peu le soir, mais aussi des espaces dédiés au temps en famille, des temps de repas. Voilà. Donc c'est en fait on réfléchit vraiment les besoins et on fait en sorte que si on veut que ça fonctionne, en fait, il faut que les besoins de chacun puissent être respectés. Voilà. Donc on est vraiment très vigilant à ça. Et ça c'est le rôle de Laetitia qui nous fait toute la partie design et c'est son savoir-faire d'aménager des petits espaces intérieurs, quoi. De faire de l'aménagement intérieur, complètement.
Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des idées reçues ou des mythes qui sont assez courants par rapport au tiny house et que t'aimerais dissiper, que t'aimerais dire, bah non, en fait, ça se passe pas comme ça par rapport à des choses que les gens peuvent penser. Bah, il y a la partie, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que ce soit petit, ça fait partie des idées reçues. Souvent, hein, les gens, en fait, parce que quand on dit ça fait 25 mètres carrés, les gens, ils se mettent dans leur salon et puis, voilà, ils disent, ah, c'est tout petit. Mais en fait, moi, souvent, les gens, quand ils rentrent dans une tiny, quand c'est bien aménagé, ils sont surpris des surfaces, en fait. Ils disent, ah, ben, mais finalement, c'est presque plus grand que ma salle de bain ou que, voilà. Donc ça fait vraiment partie des idées reçues. Il y a aussi, alors nous, on aime bien promouvoir la solution des toilettes sèches, parce qu'en termes d'économie d'eau, c'est des solutions qui sont très très intéressantes. Et là pour le coup, il y a énormément d'idées reçues en disant, ben voilà, ça va sentir, il va y avoir des insectes, donc ça, des toilettes sèches bien gérées. Non, ça ne sent pas. Oui, c'est tout à fait hygiénique, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et il faut vraiment qu'on arrive à casser. Enfin, finalement, aujourd'hui, c'est une vraie aberration. Moi, je suis exaspéré à chaque fois. On nettoie de l'eau, on prend de l'eau dans la nature, on la rend potable pour la mettre dans une cuve et ensuite évacuer des selles ou des urines. Et puis derrière, il faut la renettoyer. Et c'est des consommations d'eau qui sont considérables. Et voilà, enfin, je pense que maintenant tout le monde est conscient de la problématique de l'eau et que c'est pas une ressource. En tout cas, c'est une ressource dont il faut prendre soin. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse. Alors pas sur des seniors, hein, on est d'accord. On va pas demander à une dame de 86 ans de s'adapter à ça, mais voilà, aujourd'hui des jeunes générations comme les générations des quarantenaires, des cinquantenaires, il faut vraiment s'intéresser à la solution parce que c'est une vraie action facile à mettre en œuvre. Certes, on change un peu les habitudes, hein, mais voilà, il y a vraiment c'est des gestes écologiques qui sont faciles, qu'on peut facilement mettre en œuvre, quoi. Il y avait aussi cette notion, j'avais vu ça aussi, sur le fait que c'est forcément sur roue, une tiny house. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu t'en parlais en tout début, comme quoi on pouvait aussi avoir des tiny houses qui sont plus fixes. C'est quoi la grande distinction entre les deux? Alors effectivement, historiquement, la tiny house, c'est un habitat mobile. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la demande nous a fait évoluer. Maintenant, on a deux solutions. En fait, on arrive chez les gens toujours sur cette remorque, sauf qu'en fait, on lève la remorque de quelques centimètres. Hein, on enlève le châssis mobile et on vient se reposer au sol. Donc, dans tous les cas, on n'est pas ancré au sol. Hein, donc, ça reste déplaçable, mais moins déplaçable que quand on laisse la remorque. Mais voilà, c'est des solutions. Là, par exemple, typiquement, une des dernières qu'on a installées, la dame, elle voulait accroître avoir une pièce de vie supplémentaire pour accueillir ses enfants ou accueillir ses amis. La mobilité, elle va jamais l'utiliser. Donc voilà, en fait, j'ai un châssis fixe que l'on vient reposer au sol. Bien évidemment, il faut que le sol soit stable, mais c'est vraiment des possibilités. Donc on peut s'économiser ce châssis mobile. Et puis, j'en sais rien. Moi, si dans 15 ans, dans 20 ans, elle veut l'enlever, y a pas de problème. On relève la tiny, on vient reglisser une remorque en dessous, et puis on peut repartir sur la route, voilà, sans que ce soit un convoi exceptionnel, sans voilà. Donc oui, c'est réversible. Complètement. Ouais, tout à fait. Oui. Ok. On va partir côté un peu matériaux. Tu disais que tu utilisais des matériaux biosourcés. C'est quoi un peu les matériaux écologiques couramment utilisés dans la construction des tiny houses? Alors beaucoup le bois, hein, la grosse majorité de la construction c'est en bois, aussi bien l'ossature que le bardage, que les parements intérieurs, que les meubles qui sont faits par nos menuisiers, mais aussi l'isolation. Nous on utilise un isolant qui est à base de chanvre, de lin et de coton. Donc ça c'est fait par une coopérative agricole en Vendée qui a un très très bon pouvoir isolant. Alors ça a l'inconvénient de coûter beaucoup plus cher que des matériaux classiques comme de la laine de verre ou de la laine de roche. Par contre, nous, on refuse d'utiliser ces matériaux-là parce que écologiquement, c'est excusez-moi le terme, mais c'est des vraies saloperies. On veut vraiment proposer des solutions avec les matériaux les plus propres possibles. Et voilà, finalement, il y a quand même une bonne surface d'isolant. Hein. On isole très très bien, aussi bien le sol, les murs que le plafond. Donc toute la caisse, en fait, toute la maison est isolée avec ce matériau-là. Et voilà, et ça, on y tient. Alors, on essaye d'utiliser le minimum. Je peux pas dire qu'on utilise
pas de produits dérivés du pétrole parce qu'aujourd'hui c'est pas possible. Hein. Il y a voilà, malheureusement quelques matériaux aujourd'hui, il n'y a pas encore de substitut, ou alors des choses qui n'ont pas suffisamment fait leurs preuves pour que les tiny puissent durer dans le temps. Mais voilà, on cherche au maximum à limiter l'impact écologique de nos constructions, quoi. Ok, donc principalement bois, l'isolation en matériaux biosourcés. Et après, en termes d'équipement, c'est quoi un peu les équipements pour rendre la tiny la plus autonome possible? Donc tu parlais des toilettes sèches par exemple, ça fait partie des équipements. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes à mettre en place? Je ne sais pas si on peut viser le 100% autonome avec une tiny house, mais au moins pour la rendre la plus autonome possible. Alors, le 100% autonome est délicat, entre autres pour tout ce qui est les calories et les frigories, parce que c'est très énergivore. Donc nous, quelqu'un qui veut être autonome au moins électriquement, on va plutôt partir sur des chauffages au gaz ou des chauffe-eau au gaz ou des plaques de cuisson au gaz. Mais là, voilà, il y a quand même un petit peu de gaz à aller acheter, même si c'est très peu, c'est une consommation faible. Aller réfléchir sur de l'autonomie électrique sur un chauffage, sur des plaques de cuisson ou un chauffe-eau. Alors techniquement, on y arrivera toujours parce que c'est possible techniquement, mais en fait, là pour le coup, c'est un compromis avec l'économique. Hein. Voilà, comme on veut être autonome, il faut des batteries et des batteries, ça coûte très très cher. Donc techniquement, on peut y arriver, mais en fait, on va avoir un coût de l'autonomie énergétique qui va être qui devient déraisonnable en fait. Ok, donc panneaux solaires potentiels. C'est ça, oui. Après, sur tout le reste, voilà, tout ce qui est luminaire, tout ce qui est, enfin voilà, les recharges de téléphone, alors on peut mettre un petit frigo, on peut, enfin voilà, il y a une consommation minimum que l'on peut assurer par du panneau photovoltaïque. Mais dès que les gens me demandent de mettre une machine à laver ou de mettre un four ou des plaques à induction ou des choses comme ça, là le photovoltaïque devient insuffisant. Exactement, ouais, tout à fait. Ou en tout cas beaucoup trop cher, quoi, déraisonnable. Est-ce que il y a des systèmes aussi, alors pour ceux qui sont pas forcément à passer, ou même pour la douche, choses comme ça, des systèmes de récupération d'eau, est-ce que ça existe aussi des choses qu'on peut mettre en place ou pas encore? Ah si, complètement. Alors enfin nous on fait pas mal de récupération des eaux de pluie, hein, ou des forages, des choses comme ça, avec un système de stockage que l'on peut réinjecter dans la tiny via des filtres. Alors ça, malheureusement aujourd'hui, nous on est obligé d'informer nos clients sur le fait que la réglementation française aujourd'hui n'accepte pas, on n'est pas censé, on n'a pas le droit en France c'est une vraie aberration, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le font, mais voilà, il faut qu'ils sachent qu'ils sont pas dans les clous de la loi. On n'a pas le droit de récupérer de l'eau de pluie pour la traiter et pouvoir la reboire derrière. Donc voilà, techniquement ça existe, nous on le fait. Voilà, on est obligé de se couvrir un petit peu et d'informer des clients par rapport à ça, mais oui, tout à fait, on a des projets avec de l'autonomie en eau. Tout ce qui est récupération des eaux de douche et tout ça, ça reste encore des choses très bricolé pour tout ce qui est chimie et tout ça. Donc nous en tant que professionnels, on peut pas encore proposer ce genre de choses là parce que donc il y a pas mal de recherches. Hein. Moi je suis assez sensible à toutes ces choses là, la low tech et puis les économies. Mais aujourd'hui en tant que professionnel, c'est pas suffisamment abouti pour qu'on puisse engager notre responsabilité sur ces solutions là. C'est encore trop de bricolage. Mais ça va venir et on y espère parce que enfin voilà, tout ce qui permet d'économiser de l'eau, de l'énergie, tout ça, on y est super sensible, quoi. Ok, super clair. Justement, point un petit peu peut-être réglementaire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu brièvement comment ça se passe, le cadre légal qui entoure les tiny house? Est-ce qu'il y a une réglementation à suivre? Tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas forcément soumis au permis de construire, mais comment ça se passe quand on a envie de poser sa tiny house sur un terrain globalement? Alors c'est là où on rejoint ta question de tout à l'heure aussi des inconvénients, hein, puisque la réglementation aujourd'hui malheureusement elle reste très très floue. Hein, la solution de la tiny house, en gros, ça fait 8-9 ans que c'est arrivé en France, mais à l'échelle du législateur c'est encore récent. Donc aujourd'hui c'est une des difficultés. Alors la réglementation, elle est encore très soumise à interprétation individuelle. Pour s'installer, en fait, à partir du moment où on reste stationné
Donc j'utilise volontairement le mot stationné dans l'idée où c'est effectivement mobile. Hein. Moi, je remets à mes clients une carte grise avec un numéro d'immatriculation qui correspond à un numéro de châssis. Donc comme tout véhicule, hein, voilà. Donc c'est bien un véhicule. Et à partir du moment où ce véhicule reste stationné plus de 3 mois au même endroit, il faut faire une déclaration préalable en mairie. Donc c'est un document administratif, hein, avec un CERFA qui est quand même simplifié par rapport à un permis de construire, mais qui est interprété au regard des règles d'urbanisme. C'est là où on commence à rentrer dans les contradictions réglementaires, parce qu'il y a parfois des plans locaux d'urbanisme, des PLU, qui vont exiger d'avoir des tuiles ou d'avoir des ardoises. Sauf que moi, ma solution, elle est mobile. Donc, si on commence à aller sur les autoroutes avec des tuiles sur le toit, je suis pas persuadé que les gens derrière ils soient très heureux. Ouais. Quoi. Donc voilà, on est à cheval entre un habitat principal et un habitat mobile. Donc c'est voilà. Donc pour ça, j'ai une collaboration avec un cabinet d'urbanisme. C'est vraiment leur savoir-faire de regarder tous les documents d'urbanisme et de nous conseiller. Là, par exemple, on a dernièrement installé une tiny. Il y avait dans le plan local d'urbanisme, il y avait des exigences de pente de toit, il y avait des exigences de hauteur de gouttière. Bon voilà, on a du coup, comme on fait sur mesure, adapter nos plans à ces exigences-là. Et derrière, la déclaration préalable a complètement été acceptée. Quoi. Donc ça, voilà, ça c'est la partie réglementaire. Il y a une autre partie aujourd'hui qui peut être un peu délicat pour nos clients, c'est le financement avec les banques qui peuvent avoir du mal à prêter. Autant les urbanismes vont plutôt avoir tendance à considérer que c'est une habitation. Autant les banquiers, eux, comme c'est mobile, eux, ils voient plutôt la partie mobile et aujourd'hui ne prêtent très très difficilement sur un prêt immobilier. Donc on est plutôt sur des prêts à la conso ou donc ce qui veut dire des taux un petit peu plus élevés, des durées plus courtes. Donc là, il y a vraiment besoin de travailler sur cette partie réglementaire parce qu'une fois de plus, la tiny house, voilà, c'est pas un phénomène de mode, c'est un vrai choix de vie, c'est un nouveau mode de vie. Voilà, donc il va falloir que la partie réglementaire et la partie financière, elle l'intègre, que nos élus les intègrent, que nos services d'urbanisme les intègrent, qu'il y ait des changements exactement, c'est et ça. des mouvements qui se font là-dessus. Oui. Est-ce que, j'imagine, d'une région à l'autre, ça peut complètement varier, comme tu disais, au niveau de la réglementation. Est-ce que tu as peut-être des astuces à donner à nos auditeurs sur c'est quoi le premier geste à faire quand ils ont envie? Est-ce qu'il faut aller en mairie? Est-ce qu'il faut pouvoir poser la question, voir avec son constructeur? Alors, paradoxalement, c'est pas forcément en allant en mairie qu'on a la meilleure information, parce que souvent il y a de la méconnaissance et donc les mairies peuvent assimiler ça à des caravanes ou à des mobil-homes et souvent sur leur territoire ils ne veulent pas avoir ce genre de solutions qui vieillissent mal, qui sont pas jolies, voilà. Donc moi vraiment ce que je conseille, alors c'est un petit peu technique, mais c'est déjà de regarder la parcelle, à quelle réglementation d'urbanisme elle est soumise. Si les élus locaux n'ont pas défini de règles d'urbanisme sur leur territoire, ce qui s'applique, c'est le règlement national d'urbanisme, donc c'est le RNU, et lui, il permet quand même pas mal de choses. Si les élus ont fait le travail de définir soit un plan d'occupation des sols, soit un plan local d'urbanisme, c'est accepter de se pencher un petit peu sur ces documents qui sont parfois un peu techniques et j'irais même jusqu'à dire imbuvables, mais ça vaut le coup. Alors on peut y avoir accès soit sur internet ou soit la plupart des mairies le mettent sur internet, mais sinon on peut les consulter en mairie, de prendre connaissance. Et là c'est là aussi où moi parfois les services d'urbanisme, le cabinet d'urbanisme peut nous accompagner pour voilà, est-ce que techniquement, on va savoir présenter un projet qui pourrait être accepté en mairie. Il y a beaucoup de mairies aujourd'hui qui, malheureusement, disent non d'entrée de jeu. Alors nous, en tant que constructeurs, on a un travail important à faire. Moi, là, dans 2 jours, je suis présent sur le salon des maires à Tarbes pour présenter la solution, parce qu'on a beaucoup d'idées reçues à casser.
comme souvent ils assimilent ça à une caravane, ils disent un habitat précaire. Qui dit habitat précaire dit potentiellement peut-être des risques de conflits de voisinage, de choses comme ça. Alors que c'est pas du tout le cas. Moi aujourd'hui, mes clients, ce sont des médecins, des infirmiers, des enseignants. La semaine dernière, j'étais avec un assureur. Enfin voilà, des artistes, En fait, voilà, aujourd'hui, c'est Monsieur et Madame tout le monde qui vont vers ce genre de solution. Et ça, c'est pas forcément intégré de la part de nos élus, qui aussi pour beaucoup ont un certain âge, donc ils sont aussi encore dans l'idée de dire quand on habite, on veut habiter une grande maison, avoir une grosse voiture, sauf qu'aujourd'hui c'est plus ces choix de vie-là. Mais beaucoup sont encore dans ce concept-là et dans cette idée-là de dire voilà, on veut habiter dans quelque chose une grande maison, on veut habiter. Mais non, aujourd'hui les choix évoluent et tant mieux quoi. Et tant mieux, oui. Ça va dans un sens aussi qu'on le souhaite, en tout Mais cas, complètement, plus durable. Ok, super clair. Merci pour ce petit point réglementaire. Côté un peu finance, justement, est-ce que tu saurais nous donner un peu des fourchettes sur une tiny house traditionnelle, on va dire, en moyenne, combien nos éditeurs peuvent compter pour dire d'avoir un projet fini, rendu en tout cas, sur un projet de tiny house? Alors, les tarifs, bien évidemment, ils vont dépendre de beaucoup de choses. D'une part, du niveau de finition. Moi, j'ai parfois des gens qui prennent juste un hors-d'eau d'air et qui, derrière, se font toute l'électricité, l'isolation, l'agencement intérieur et tout ça, jusqu'au clé en main. Donc, le clé en main, c'est comme ce que tu exprimais là. Voilà, les gens, ils arrivent, ils s'installent, ils mettent leur matelas, leur couvert et puis voilà. Ils peuvent voilà. Aujourd'hui, le marché, il est très, très large. Les entrées de gamme, alors plutôt sur des constructeurs qui produisent en Pologne ou en République tchèque, on va être dans les 45 000 euros. Et sur du haut de gamme, on va être dans les 95 100 000 euros. Nous, une clé en main, on est dans les 65 000, 70 000 euros. On se positionne sur du milieu haut de gamme avec des matériaux. On veut vraiment pas arriver dans des bas de gamme parce que là, on arrive dans des choix de matériaux qui sont pas durables. Aussi des matériaux premier prix et on arrive sur des tiny qui vieillissent très très mal. Donc voilà, nous, comme tu disais tout à l'heure, on veut apporter c'est pas notre pierre à l'édifice, c'est notre planche à je sais pas quoi, notre planche à la maison. Mais voilà, en tout cas, on veut vraiment construire des maisons qui vont durer dans le temps et ça ne fait absolument pas sens de construire des matériaux avec des maisons avec des matériaux bas de gamme qui vont pas durer dans le temps. Enfin, donc voilà, nous c'est nos choix de vie et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors faut aussi se méfier parce que des constructeurs ça se multiplie pas mal, mais il y a un petit peu de tout quoi. Voilà, c'est aussi une des difficultés, c'est que si on veut avoir un projet qui va durer un petit peu dans le temps, faut pas aller chercher quelque chose de c'est comme tout produit en fait. Quand on va chercher un entrée de gamme, on en a pour ses sous. Et puis si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, faut accepter d'avoir un petit budget, un budget un peu plus conséquent. Donc j'ai envie de dire une tiny aujourd'hui, c'est clé en main, c'est entre 65 et 70 000 euros quoi. Ok, super clair. Et justement, en termes de durabilité et de longévité, par rapport à une maison traditionnelle, comment on peut comparer une tiny house, ça dure combien de temps dans le temps? Est-ce qu'il y a de l'entretien à faire? Est-ce que alors à partir du moment où on est sur un bardage en bois, bien évidemment, il y a un entretien à faire. Mais nous, on utilise des bardages qui sont finalement les mêmes bardages que sur des maisons classiques. Donc c'est des bardages qui sont donnés pour 40, 50 ans sans aucun problème. Et les bardages, il faut mettre alors ils sont traités à l'origine en fonction des bardages qu'on utilise. Mais après, il y a un entretien. Alors selon l'environnement dans lequel on est et l'exposition au soleil ou aux intempéries, faut compter un entretien, c'est un coup de saturateur une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Faut surtout pas mettre des vernis ou des lasures ou des peintures parce que c'est des revêtements pelliculaires. Il faut tout poncer avant de retraiter, alors que des saturateurs, c'est vraiment on ouvre le pot, on met le saturateur et on a fini. Donc en 2-3 heures par an, on a resaturé sa tiny et on protège le bois et on entretient bien sa tiny house quoi. Ok. Donc globalement, c'est que au niveau de la surface extérieure, il y a rien d'autre vraiment à prévoir au niveau de l'entretien de la tiny que de mettre un coup de saturateur. Ah oui, c'est ça. Non, complètement. Oui, c'est très 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 simple d'entretien. Ça reste assez simple. Complètement. Ça reste assez simple. Est-ce que il y a des tendances actuelles ou même que tu vois au niveau des tiny house, des innovations que je sais pas, des choses qui vont arriver un peu sur le secteur de la tiny qui font que ça va peut-être
grossir en France, tu parlais tout à l'heure que c'était une estimation d'1 million de tiny house aux États-Unis. Est-ce que dans le marché de la tiny house en France, tu vois une évolution, c'est plus un point de vue personnel, mais alors, alors bien évidemment, tout ce qui est à base de solaire va se développer. Moi, je suis en lien avec des gens qui font des fours solaires, avec des radiateurs solaires, avec donc il y a pas mal de choses. Moi, je suis intimement convaincu que ce qui va permettre au mouvement de continuer, c'est la partie réglementaire, puisque là, il y a 2 lois majeures qui viennent de sortir dans l'univers du bâtiment. Alors bien évidemment, qui fait monter au créneau pas mal de grosses structures du BTP. C'est la loi zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que les élus aujourd'hui, il faut qu'on arrête de bétonner nos surfaces. Donc la tiny house est clairement une solution pour ça. Et il y a une deuxième loi qui est passée, qui s'appelle climat et résilience, qui incite là aussi à construire avec des matériaux plus propres, qu'on arrête d'utiliser du béton à tout va et des matériaux polluants. Donc là aussi, la tiny répond complètement à ces 2 exigences de notre de notre législateur, quoi. Ok. Donc, en bonne voie en termes d'évolution, en tout cas, de voir plus de tiny sur le territoire français, en tout cas, on espère. On espère, ouais. Est-ce que il y a quelque chose d'autre qu'on n'aurait pas évoqué, que j'aurais pas forcément pensé à te poser autour de la tiny house et que tu aimerais partager? Écoute, on a déjà fait un bon tour quand même. Quand même, oui, mais... Après, oui, on a des solutions. On développe aussi des solutions par rapport à tout ce qui est moustiquaire, par rapport, donc après en termes de confort. Oui, c'est ça, en termes de confort. Oui, complètement. C'est vraiment ça l'idée majeure, c'est qu'aujourd'hui une tiny, c'est vraiment tout confort en fait. On a le même confort, on va avoir même parfois plus que dans un habitat classique, ou même j'ai parfois des gens qui habitent en appartement et qui viennent vivre en tiny house et qui sont super heureux de ça, parce qu'effectivement ils ont leur petite maison et complètement adaptée à leurs besoins, quoi. Tiens, j'ai une question du coup qui me pop. Est-ce que c'est plus adapté justement à des personnes qui vivent dans des territoires plus naturels? J'entends par là la montagne, d'être proche d'un environnement plus naturel, que des territoires qui sont vraiment très centrés en ville ou choses comme ça, ou une petite ville. Alors effectivement, les gens s'implantent assez rarement en centre-ville avec une tiny house. Donc c'est soit des périphéries des communes, soit à la campagne. Oui. Et je dis ça, et en même temps, moi, je suis en lien avec 2 communes qui sont en train de réfléchir, et ça se développe beaucoup sur la côte atlantique et en Bretagne. Ils sont plus en avance et plus dynamiques que nous, en tout cas dans leur développement d'urbanisme. Il y a des communes aujourd'hui qui réfléchissent à l'implantation de villages de tiny house, soit des écoquartiers, soit des éco-villages. Donc là, moi, dans les Pyrénées, je suis en lien avec 2 communes qui sont en projet sur ça. Et pour le coup, des élus qui ont bien compris que c'était un nouveau mode de vie. Ça permettait d'attirer des gens qui ont souvent une forte sensibilité écologique, mais donc qui consomment local. C'est souvent aussi des gens qui s'investissent, qui ont un esprit collectif, donc qui s'investissent dans les associations locales, qui s'investissent dans la vie locale, en fait. Donc ça, les communes, elles y trouvent un véritable intérêt. C'est, comme on le disait tout à l'heure, aussi souvent des familles avec des enfants. Donc les maires des petites communes y trouvent aussi un intérêt pour faire vivre leur commerce, mais aussi les écoles, surtout, de remplir les écoles. Donc c'est finalement choisir de mettre une tiny house ou de créer un éco-village sur son territoire. C'est vraiment une source d'attractivité d'une nouvelle population, en fait, et d'une population, j'ai envie de dire, intéressante, dans le sens où il contribue à la vie et à l'activité du territoire, chose qui est souvent très recherchée en milieu rural aujourd'hui, quoi. Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Denis. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour, du coup, sur la tiny house. Si t'es d'accord avec moi, je te propose qu'on passe à la phase d'action et tac au tac de ce podcast. Très bien. Allez, c'est parti. Je profite de cette coupure. Tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Ubercaille.
Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Nos auditeurs, ils ont un projet de tiny house. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Une première question à se poser, un conseil hyper concret pour commencer ce projet. Alors, très concrètement, c'est déjà de se regarder vivre. Voilà, de quoi j'ai besoin pour vivre au quotidien. Quel est mon mode de vie et mes incontournables pour que je sois bien au quotidien. Voilà, donc c'est déjà cette partie-là pour bien définir son besoin, de pas partir et voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais ci, et enfin voilà, ça c'est le premier sujet. Et après pour valider le fait qu'on a vraiment envie de vivre en tiny house, ça peut être d'aller passer une nuit ou un week-end. Il y a plein de tiny aujourd'hui sur le territoire qui se louent. Voilà, d'aller passer un petit week-end, déjà quand on dort une nuit, 2 nuits dans une tiny, on valide le fait que oui, on a envie et oui, on se projette complètement dans ce mode de vie là, parce que une fois de plus, tout le monde n'est pas fait pour vivre en tiny house. Ok, super clair, merci. Question plus personnelle, pour toi, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton bercail idéal ? Est-ce que c'est une tiny ou est-ce que c'est autre chose ? C'est clairement une tiny, et mon bercail idéal, c'est une tiny en plein milieu de la montagne, entourée des isards, des marmottes, et avec une vue sur toute la vallée, quoi. Voilà, j'adore la montagne. Est-ce que du coup, tu as un mot pour définir ton bercail ? Ce serait quoi ? Alors j'aurais 2 mots, mais en fait non, je vais en avoir qu'un seul. J'avais envie de dire confort, mais finalement le premier mot c'est bonheur, et le confort fait partie du bonheur, puisque voilà, pour être heureux, faut pouvoir vivre confortablement. Donc oui, moi la tiny house, je l'associe complètement à un bonheur de se libérer de toute une charge mentale, des objets qui tombent en panne, de plein de choses, et puis voilà, de se remettre en connexion avec la nature et de vivre sur ses fondamentaux et d'arrêter de tergiverser dans notre société de consommation et dans des médias qui nous invitent, ou des publicités plus que les médias, mais qui nous invitent à toujours plus consommer. Donc voilà, la tiny, c'est un vecteur chouette pour sortir, en tout cas nous aider à vivre plus simplement et aller chercher le bonheur dans les au quotidien et surtout dans les relations avec les autres, quoi. Complètement. Est-ce que tu aurais des ressources pour s'informer sur le sujet des tiny, des livres, des personnes qui t'inspirent, peut-être, je sais pas, des sites internet comme... Alors alors nous sur notre site internet, on a fait un gros travail de foire aux questions, de documentation. Donc nous, notre site internet qui est loutinyhouse.com. Lou, c'est de l'occitan en fait, hein, LOU, et puis après tout attaché tiny house. Donc loutinyhouse.com, on a beaucoup d'informations. Mais j'aime aussi beaucoup le travail d'une association qui s'appelle Amo Léger, du coup qui travaille. On l'a reçu sur ce podcast. Ah d'accord, très bien, super. Et qui fait un super travail par rapport à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, même plus large que c'est comme son nom l'indique, que la tiny house, puisqu'il s'intéresse à tous les modes de vie alternatifs. Exactement, c'est ça. Et ils font un super boulot. Ils ont sorti un bouquin dont j'ai plus le titre, mais ils ont aussi un MOOC. Et en l'occurrence là, moi les mairies avec lesquelles je travaille pour mettre en place des éco-villages ou des éco-quartiers, je travaille en collaboration avec eux. Ils font vraiment un super boulot, et voilà, tout dans la simplicité, mais dans un grand professionnalisme. Et je salue et je les remercie pour leur travail. Et ce sera envoyé, ce sera dit. Est-ce que des fois, tu aurais un invité ou un sujet que tu aimerais voir sur ce podcast ? Est-ce qu'il y a une question que tu te poses et que tu aimerais répondre et qu'on pourrait aller chercher avec Aubercaille ? Alors une question que je me pose, là j'ai pas spécialement peut-être sur des questions d'urbanisme justement, voilà, ou des élus, peut-être de comprendre un petit peu plus leur réticence. Ça peut être intéressant de questionner des gens qui écrivent la réglementation, donc soit effectivement des chefs de service d'urbanisme, ou voilà, quelles peuvent être leur perception par rapport à la tiny house, et mieux comprendre leurs freins en fait.
Ok, super. Bah, c'est noté, on ne sait jamais. Hein. Alors, peut-être qu'on aura un élu prochainement au micro. Je te remercie. Merci Denis pour ce moment. Pour te contacter, tu disais, il y a effectivement donc ton site internet loottinyhouse.com. Vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Je pense Tout que je à n'en ai pas fait, c'est oublié. ça. Je mettrai tous les liens en description. Voilà, Merci à après par toi. mail, donc on a le mail, contact@loottinyhouse.com, et puis par téléphone, c'est moi qui suis, on est une petite structure, donc c'est moi qui réponds au téléphone. Notre téléphone qui est le 06 77 54 07 45. Et ben voilà, tout sera dit. Je mettrai tout ça de toute façon dans le descriptif. On pourra retrouver tous ces liens. Merci à toi pour ce partage. Merci Caroline. Merci pour ce moment. Et j'ai plus qu'à dire à tout le monde, à bientôt dans vos bercailles. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons nos bercailles ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.